en partie. Je vais poser une première question qui... Est-ce qu'un petit peu comme les spectateurs moscovites se disent que l'aveu, c'est notre film? Moi, j'ai le sentiment que... Est-ce que ce film-là pourrait pas être également notre film pour les historiens de cinéma, comme vous, Jean-Michel Frodon, ou pour vous, Arnaud, cinéaste? Est-ce que ça pourrait pas être votre film, à tous les deux, et à nous tous, aussi citoyens? Il y a tellement de choses dans ce film que c'est la première question que je voulais vous poser. Déjà, moi, j'applaudissais avec vous, j'applaudissais à Arnaud d'avoir suggéré qu'on monte ce film-là, parce que à chaque instant, pratiquement, de la projection, me convainquait à quel point c'était une proposition juste et très belle. Et contrairement à ce que dit Marc tout à la fin, on pleure encore aujourd'hui, même s'il y a beaucoup d'images, et il y a vraiment quelque chose de très donnant dans ce registre-là de l'émotion. Dans cette rencontre-là, je sais pas répondre à la question dans ce terme-là. Non, j'avais envie de rebondir sur parce que le seul mot que tu as dit, Arnaud, avant la projection, qui était le mot de fiction, et de comment enfin, peut-être que tu dises un peu plus qu'est-ce que tu entends là, et comment effectivement ce récit-là est à la fois incroyablement attentif aux faits et porté par un rapport à la légende, un rapport à une aventure à partager aussi, de ce que fiction, ça n'existe que si c'est pour la raconter à des gens. Où est la fiction? Comment toi tu convoques ce mot-là, quoi? Il y a ce côté, il y a ce déferlement d'images qui est la première chose qui me refrappe en retrouvant le film, d'images de sources différentes, le truc de marqueur qui est très prémonitoire. Enfin, à la fin, il y a la critique de la télévision et des images qui ne veulent plus rien dire, et en même temps, il y a cette technique incroyablement moderne que Marqueur il invente, de ce déferlement d'images de sources différentes et de tout ce support digital comme ça très marqué, de pictural, qui fait aussi penser au Godard, c'est aux histoires du cinéma qui fait penser fort à ça. Mais il me semble qu'il y a un trait singulier, c'est le côté réflexif de quelqu'un qui, revenant sur son passé, avec ces images à la gare du Nord quand il explique le train, etc., de revenir sur le passé. C'est ça qui transforme en côté épique, quoi, de revenir sur le passé, qui transforme tous les personnages en personnages de roman. Une attention à tous les traits romanesques qui parcourent la vie de Medvekin, et donc aussi la vie de Chris Marker. C'est ce côté réflexif qui me semble principalement l'outil de sa fiction. Le réflexif, pour penser à des films comme je sais pas, Palombella Rossa, ou ce type de récit-là. C'est-à-dire, le récit se met en crise, et du coup, il y a 2 fois plus de fiction parce que le récit est en crise. Ce que je dis maladroitement, mais c'est ce qui... Non, puis on est même en train de répondre à la question de Christophe indirectement, et c'est très bien d'y aller comme ça, y compris, et c'est pour ça que je peux, avec la plus absolue modestie, aussi me sentir proche, comme quelqu'un qui a essayé de raconter, même qui s'est retrouvé à raconter 2 fois à peu près en même temps, l'histoire du cinéma dans ce processus-là, c'est-à-dire de comment ça... Enfin, c'est le plus bête des calembours, on pourrait dire, sur histoire avec un grand H et histoire avec un petit H, ou des choses comme ça. C'est comment... mais sauf qu'il marche vraiment dans les 2 sens, c'est ce qui est impressionnant chez Marquer, dans un mouvement dont on voit bien qu'il est scandé notamment par Le Fond de la Mer Rouge et Son Soleil avant celui-là, qui sont comme trois étapes, y compris dans le travail sur la matière même des images, que tu dis, qui est très important, et
quelqu'un qui écrit, qui essaye d'écrire l'histoire du cinéma, c'est-à-dire à la fois de sortir des petits éléments, de les figer, mais de les figer sur un mode tout appelé pictorialisation, et qui est indispensable pour leur donner une valeur qui résonne au-delà de la pure information factuelle, et en même temps essayer de la faire résonner pour que ça dise ce qui s'est passé, que ça raconte autre chose que ce qui s'est passé. Ça vise à faire, ça engage dans le même genre d'entreprise et de démarche. La manière, bien sûr, dont c'est particulièrement bouleversant ici, dans ce film-là, c'est que cette entreprise légendaire, dans un sens qui n'a absolument rien de péjoratif, de ce récit à travers l'époque, c'est aussi le récit d'un engagement et d'un espoir de centaines de millions de personnes à travers un siècle, et en même temps le récit d'une amitié de juste deux bons hommes, voilà, un gars qui s'appelle... C'est juste sur l'échelle, les échelles de récit. Voilà. C'est la circulation, exactement. Cette coprésence des échelles et cette harmonie, cette harmonie qui peut être dissonante aussi, enfin qui peut être pas que jolie, de ces télescopages-là. Et c'était, je ne suis pas du tout pensé, mais parce que donc, je suis désolé, ça fait un peu ramener à soi un truc si vaste, si grand, si important, mais en même temps, je pense que c'est assez juste, et ça fait partie des 1000 raisons pour lesquelles tu es tombé juste en proposant ce film, que je n'avais pas du tout pensé quand on a joué comme ça, dire qu'est-ce qu'on montre. C'est que quand j'écrivais celui des deux livres qui est destiné à la jeunesse, un de mes problèmes, c'était comment on parle aujourd'hui de l'Union soviétique. Pour un gamin de 12 ans, ça veut juste rien dire. Et si on veut commencer à expliquer qu'est-ce que ça a pu être le cinéma soviétique, au nom de quoi Eisenstein fait cuirasser Potemkin, à des gamins de 12 ans aujourd'hui, on est obligé de se lancer dans des espèces de vastes explications, pas du tout cinématographiques, de tout un tas de trucs. Et en fait, je ne me suis pas du tout posé le problème dans les mêmes termes en faisant l'autre livre, le gros livre dit pour adultes, mais c'est le même problème. La question n'est pas du tout plus simple et plus réglée dans l'autre cas, bien sûr. Et on voit ce travail que fait Marker à un moment lui-même très précis, le début des années 90, il y a plus de 20 ans aujourd'hui, les effets de travelling arrière, de train pas du train de Medvedkin, justement, qui était un train inscrit dans son temps, au contraire de train qui laisse derrière lui des mondes, comme dans le film d'Oussia Ossian, incroyablement rapide, puissant, destructeur, et c'est aussi dans le film, je trouve, de manière très claire, cette espèce de... Je sais pas comment, c'est comme le Cimarilleur, ou comme le générique de Vertigo, un truc comme ça, mais... Je pense aussi, c'est pour ça que j'avais envie de montrer ce film à l'occasion de l'apparition de ton livre. Quand on raconte l'histoire du cinéma, on raconte l'histoire d'un siècle. Alors, maintenant, d'un peu plus qu'un siècle, mais il y a toujours une nouveauté ici entre les deux. Et du coup, il me semble que et dans l'histoire du cinéma français à l'âge moderne et dans l'histoire du cinéma tout court, qu'est-ce qui arrive dans le film, ce qui me touche, c'est qu'est-ce qui arrive à l'utopie, quelque chose qui ne cesse d'être perdu et qui ne cesse d'être retrouvé. Et dans ce qui j'ai l'impression, ce qui te travaille comme écrivain, c'est qu'est-ce qui arrive à la modernité. La question de l'utopie et la question de la modernité étant pas très loin, ce serait comme ça un point d'attache que je peux trouver entre le film et tes livres. C'est à peu près ce que... Ouais. C'est un compliment. Oui, c'est un compliment. Je ne crois pas.
Est-ce qu'on peut dire quelque chose? Bien sûr. Oui. On espère. On espère bonjour Monsieur Desplechin, Monsieur... Pardon. Moi, ce que je remarque dans ce film, si vous voulez bien, c'est que je trouve que c'est une analyse de la politique soviétique depuis la Révolution jusqu'à la perestroïka de façon remarquable par le cinéma et par toutes les vicissitudes qu'ont vécues les créateurs cinématographiques. Alors là, on voit par exemple, je trouve ça incroyable, comment Medvedkin est traité, comment Dziga Vertov, qui était quand même un personnage absolument extraordinaire, truculent, formidable, comment il est traité, et d'ailleurs comment il est traité dans le film, parce que la personne qui parle de Dziga Vertov dit qu'il est presque idiot. C'est quand même incroyable. Donc on voit aussi qu'à l'intérieur du film lui-même, il y a quand même une politique de qualification des créateurs, qui est aussi quelque chose du film dans le film. On arrive à analyser une période extrêmement douloureuse de l'histoire soviétique, et en même temps de l'histoire du cinéma soviétique, qui a été très bien analysé par Chris Marker, et aussi dans le livre de Leda, qui a été traduit en français, en anglais, etc. Et moi, ce que je remarque tout de même, c'est que Eisenstein, qui a été quand même un maître formidable de manipulation au niveau du montage, manipulation entre guillemets, c'est-à-dire quand même cet art du montage qu'il avait, et de la représentation des idéaux politiques, on remarque que dans ce film, il y a des passages qui sont très très obscurs, c'est-à-dire que déjà l'histoire est obscure, et ce flot extraordinaire de l'histoire soviétique nous montre que c'est pas en 2 secondes, et Chris Marker le montre, que cette histoire du cinéma soviétique est tellement, tellement importante que même d'ailleurs dans le générique, ça prend à peu près la même analyse, ça passe, on voit même pas les noms, etc. C'est quand même incroyable. C'est enfin un monument, vraiment un monument. Et je me pose la question, je me dis, mais cette bonne idée, comment vous est venue cette bonne idée de nous passer un film pareil, qui est un film qui pose absolument tous les problèmes théoriques et les problèmes de création du cinéma? Avant de laisser Arnaud répondre, je voudrais juste rappeler que en Russie, le mot idiot, notamment grâce à Dostoïevski, a des valeurs qui ne sont pas que péjoratives. Ce côté torrentiel du film, et puis c'est le fait de transformer, une fois de plus, de transformer l'histoire du cinéma le retour sur le cinéma, permettant un retour sur le siècle, et permettant en même temps la création de personnages, et le retour sur l'intime, ou sur le tout vécu par on sait que Chris Marker n'utilise pas sa propre voix, mais ce texte, c'est un écrivain admirable, et ce texte, c'est une autobiographie, en même temps que c'est la biographie de ces 2 révolutionnaires qui se tendent la main de 2 mondes différents, et tout ça, et ça dessine un paysage du cinéma incroyable, et je pensais, voilà, puis on a la nostalgie de tous ces... Moi, c'est comme en voyant ce film que j'ai découvert Medvedkin, je ne connaissais pas. C'est après que j'ai vu le bonheur. On a tous ces souvenirs de films. Je pense aussi à des documents bruts, la scène admirable qui ouvre vous vous souvenez, on voit les poupées russes, avec aujourd'hui où on aime bien chercher qui est le coupable. Et n'oublions pas ce gros homme qui demande aux paysans de se découvrir, d'ôter leur chapeau. Et d'un coup, on a tous ces fragments de films qui nous font évoquer un cinéma qui a disparu avec l'utopie communiste, et du coup ça fait comme un livre d'histoire du cinéma, c'est un film d'histoire du cinéma, on plonge au milieu de tas de souvenirs et de choses comme ça, et sur un mode plus romanesque, un mode qui m'est plus proche que les histoires du cinéma de Godard, qui sont plus sur le mode de l'essai. Là c'est un essai, mais qui provoque en moi des effets romanesques très forts, alors que les films de Godard sur les histoires du cinéma que j'aime, enfin que j'admire infiniment, ne provoquent pas un effet romanesque, mais plutôt un effet poétique. Et aussi, parce qu'évidemment, tu as entièrement raison, et ça fait là aussi partie, enfin ça fait écho à l'entreprise que ça peut être d'essayer de raconter l'histoire du cinéma, qui est quand même une idiotie dès le départ, de faire
c'est pas un croisement, c'est cette mise en relation, cette mise en résonance entre le travail de Godard et le travail de Marker qui traversent tous les deux. Il y a un clin d'œil à Godard dans le film, puisqu'au moment où Marker suscite, disons, l'apparition des groupes Medvedkin, Godard va créer le groupe Dziga Vertov, et donc il va créer ce jeu d'écho et de parallèle. À ce moment-là, va carrément directement faire écho à ce que verbalise, qu'explicite le film, mais ce sont deux immenses entreprises, et on pourrait dire le Marker du fond de l'air et rouge jusqu'à ce film-là, même jusqu'à Level 5, et Histoire du cinéma de Godard et tous les films satellites qui l'entourent et qui font ensemble une bonne douzaine de titres, sont deux immenses chantiers de deux personnes qui ont partagé la même confiance dans les potentialités du cinéma pour comprendre le monde dans lequel on vit et dont on vient, éventuellement un tout petit peu vers lequel on va, et de comprendre le siècle dont on vient, avec une attitude, une position, je ne sais pas comment, quel bon mot, révolutionnaire, enfin, l'enjeu d'être dans un rapport de non-acceptation de l'état du monde et chez les deux, même s'ils ne se manifestent pas du tout de la même manière, et que cette mise en écho des deux fait vibrer un incroyable, comme un cosmos de possibilités d'intelligence et de mise en relation, où là, Marker le fait en se nourrissant principalement des films de Medvedkin et puis d'autres images du cinéma soviétique. Godard le fait en raflant dans toute l'histoire du cinéma mondial, plus les tableaux, plus les photos d'actualité, plus encore d'autres éléments, comme juste deux indications aussi de personnes qui diraient allez-y encore voir, il en reste à comprendre et à faire et à travailler énormément, avec aussi je ne sais pas comment toi qui fais ces choses-là, à la différence de moi, tu les vois ou tu les perçois, mais la circulation entre les différents régimes d'image, les différents modes de présence de son, les différentes proximités et distances entre ces sons et ces images, c'est un univers à 27 dimensions au minimum qui se fabrique, qui n'a pas l'air si compliqué que ça à la fin, enfin, qui n'est pas du tout impressionnant ou intimidant plutôt comme objet, et qui a d'une complexité de composants assez sidérant. Je disais le plaisir de la virtuosité qui est dans ce film-là de Marker, qui me semble très, très beau. Oui, mais c'est une virtuosité utile. C'est ça, ça se sépare pas. Y compris le rapport entre le chat et la musique. Est-ce qu'il y a une autre... Oui, moi je voudrais poser une question. Je suis étonnée par la conclusion en fait, du film, qui est d'un registre quand même assez grave jusqu'à la fin. D'après vous, pourquoi il a terminé son film sur cette petite pirouette légère, avec cette image d'enfant, avec ce dinosaure d'enflamme? On adore les dinosaures, c'est vrai. Bah, justement, en fait, ce qui me frappe, c'est que les enfants de 2013, en tout cas, n'aiment plus les dinosaures. Ils aiment les images, ils aiment les nouvelles technologies, ils aiment les jeux vidéo. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui a quand même changé en 20 ans? Je pense que quand ils pensent aux dinosaures, je pense que ça fait partie de la fin du film qui est extrêmement sérieux. Je pense qu'ils pensent au film de Spielberg aussi. Les enfants aiment bien les dinosaures depuis le film de Spielberg. Les images continuent à circuler. Le cheval de Medvedkin, mais il y a les dinosaures de Spielberg, ça continue. J'ai l'impression que ça fait allusion à ça. Mais qu'est-ce qu'il veut dire par mais
les enfants les adorent, parce que ce qu'ils voulaient... Il y a une puissance, la honte devant vous, mais allons-y. Et il me semble que ce qu'il dit, c'est qu'il y a une puissance de subversion dans le fait que les enfants, qu'un enfant qui va voir un film de Spielberg et qui dit c'est super quand même les tyrannosaures, qu'il y a une puissance de subversion tôt ou tard qui peut retrouver le chemin d'un engagement dans une rébellion, et que la rébellion elle commence simplement par cet appétit d'enfant pour une transgression minime qu'il peut y avoir dans un film de Spielberg. Est-ce que ça voulait dire que les générations futures pouvaient prendre la relève de cette dinosaure-là? Bien sûr, par des moyens qu'on ne peut pas deviner, et par des moyens qui aujourd'hui viennent, par exemple cette image du dinosaure de l'industrie hollywoodienne, de l'industrie soviétique qui a disparu, mais que toujours il y a la possibilité d'une nouvelle rébellion. Il me semble que c'est un appel en tout cas à ça, c'est un vœu. Moi, je dirais qu'il y a quelque chose de plus ambivalent, parce qu'il y a un rapport quand même qui n'est pas que dans l'éloge ou l'admiration des images. Les images, la citation de Steiner qui ouvre le film sur le pouvoir des images et la manière dont la statue à Odessa, où les films ont formaté la vision de l'histoire à la place des vrais événements, n'est pas que dans l'éloge du travail du cinéma ou de ses puissances d'ouverture, d'imaginaire ou de mobilisation. Il est aussi dans comment ça cache les choses, comment ça les manipule, comment ça les distord. Et il me semble que ça s'appliquerait très très bien à l'image finale du dinosaure, et y compris à l'idée à la fois que si ces révolutionnaires des années 10 et 20 sont aujourd'hui des dinosaures, d'autres dinosaures d'une autre forme, y compris en plastique verdâtre, s'il le faut, sont susceptibles d'apparaître et de plaire à des gens jeunes, et en même temps l'idée qu'il y a du ludique qu'il ne faut pas enfermer, et dont Spielberg pourrait être un représentant, divergeant légèrement quant à Steven Spielberg, moi, et qu'en même temps, c'est aussi d'autres formes de pouvoir d'emprise sur le monde contemporain, qui passe à nouveau par les images, et donc ça raccorde aussi très bien avec l'image du marin, la poupée en plastique du dinosaure. Moi, la cerise sur le gâteau, je trouve qu'en plus, l'image, c'est un humain avec un animal. Donc déjà, je trouve que c'est extraordinaire, parce que on a bien vu à quel point c'était précieux pour lui de mettre au cinéma à l'image des animaux, et le respect qu'il avait vis-à-vis des animaux. Et en plus, ce dinosaure-là, parce qu'il y en a plein des dinosaures en plastique, eh ben, il a des taches, il a des pastilles, comme le petit cheval. Comme le petit cheval, oui. Voilà, donc c'est une métaphore extrêmement... Enfin, je trouve ça vraiment magique et très enthousiasmant. Il arrive à condenser énormément d'informations en une image, en une pirouette, se condense plein de paradoxes et de visions et de situations. Effectivement, on retrouve les taches du cheval qui traversent tout le film. Moi, j'ai trouvé une extrême modernité, en fait, tout à fait contemporain. Et peu importe que ce soit une bêta, je trouve que ça rapporte encore beaucoup de choses sur notre société d'aujourd'hui, à l'inverse. Sur des interrogations, comme disait monsieur, sur qu'est-ce que le cinéma, à quel moment la fiction dépasse le cinéma, à quel moment Enfin, voilà, c'est une grande surprise. J'avais la possibilité de le voir hier, de le prendre dans un placard en DVD. J'ai choisi de le voir dans une salle, et je comprends pourquoi. Et je suis toujours ravie de venir au cinéma pour voir ce genre de choses. Merci. Merci. Oui, il faudrait le voir, le revoir, l'expliquer, y compris à mes petits-enfants qui, peut-être, n'ont pas toute votre érudition. Pour parler d'animaux, il y avait aussi les vaches. Et les vaches étaient associées aux femmes au début, il me semble. Voilà, mais je voulais être très, très provocatrice, et j'aimerais... Enfin, je rêve. Je me demande ce que Arnaud Desplechin pourrait faire pour nous dire qu'est-ce qui arrive à notre utopie
d'aujourd'hui. Voilà. J'ai très confiance en Arnaud Desplechin pour peut-être dans 50 ans, nous analyserons ce qu'il a dit de notre utopie d'aujourd'hui. Moi, je travaille plus avec des motifs visuels qui viennent, qui se remplissent. Mais il se trouve que voilà, c'est peut-être aussi ça qui me conduisait à te proposer le truc. Il se trouve que je suis en train de travailler sur un film que je dois bientôt finir de tourner. Il me reste 2 jours de tournage au Tadjikistan bientôt. Où c'est un jeune personnage qui était autour de ces années 80 et de la chute du mur de Berlin et de qu'est-ce qui est arrivé à un moment où le monde était duel et tout d'un coup on a l'unité, qu'on a un monde qui devient un et qui semble s'appauvrir en même temps, et de la perte des utopies, et est-ce que c'est pas une nouvelle, de la naissance de nouvelles utopies, et que c'est un motif comme ça qui vient traîner pendant tout le film, où le héros est hanté par cette Russie qu'il n'a jamais visitée ou qu'il voudrait aller visiter. Donc j'y travaille en ce moment, j'y travaille à ma façon plus... Voilà. Et moi, je voudrais ajouter, par rapport à ce que vous avez dit avant, de poser cette question incroyablement appropriée à Arnaud Desplechin. Elle était déjà appropriée par rapport à son cinéma, et elle l'est encore plus par rapport au film qu'il est en train de faire. Et je trouve que depuis La Sentinelle, on a quand même l'idée que tout ça ne lui est pas entièrement étranger. Mais la question que vous avez, enfin la remarque plutôt que vous avez faite avant à propos des enfants, je crois que si on peut montrer un film comme ça aux enfants, il n'y a pas de raison de ne pas le faire. Et que c'est au contraire très excitant, stimulant de se poser la question de qu'est-ce qui passe et comment, qui n'est évidemment pas le même régime de partage de signes ou de partage de connaissances ou de partage de références que des gens de générations successives qui, eux-mêmes entre eux déjà n'ont pas les mêmes, auraient avec ce film-là, mais que, et peut-être aussi grâce aux animaux, entre autres, mais grâce à beaucoup de choses, à la beauté du visage de Medvedkin. Enfin, je pense que je vois beaucoup de confiance dans les éléments sensoriels de ce qui apparaît dans les films, et il me semble que Marker en avait énormément. Il passerait beaucoup de choses, même si le 20e congrès ou des choses comme ça ne veut pas forcément dire quelque chose pour un enfant de 12 ans ou de 15 ans. Une fois encore, mais vraiment, je vais être pesant parce que c'est un truc qui me travaille, mais j'avais fait une fois un petit festival au Japon où j'avais montré des films qui tournent autour de ça. Et c'est quelque chose qui m'est très précieux dans les films sur la nature du roman. C'est quand des personnages, et là les 2 personnages étant Medvedkin et Marker, quand les personnages ont conscience qu'ils sont des personnages d'une fiction, enfin qu'ils sont des héros, pas au sens qu'ils sont mieux que les autres, hein. Ça peut être des héros stupides, des héros victimes de l'histoire, des héros piégés dans leurs incertitudes, mais que ça décuple la fiction. Quand un personnage se conçoit, non pas que le personnage, comme dans un roman de Balzac, soit l'objet du romancier, mais quand le personnage lui-même est en train, je pense à des écrivains comme Philippe Roth ou à Borges, quand le personnage se met à se penser lui-même comme un c'est pour ça que je parlais de Palombella Rossa, se met lui-même à essayer de faire le roman de sa propre vie. Il y a d'une part le romancier, le Marker, le cinéaste, qui est en train de faire le roman de l'histoire, et au milieu, il y a 2 personnages qui, chacun avec leurs aspirations, Medvedkin est ce qu'il peut se raconter sur lui-même, Marker est ce qu'il peut se raconter de sa jeunesse et de sa vieillesse, eux-mêmes font une espèce de compétition contre le narrateur, à celui qui sera le meilleur raconteur d'histoire. Et c'est toujours une espèce de couple de force qui se passe à l'intérieur de la fiction, qui me touche très très fort, quand les personnages eux-mêmes savent penser à eux-mêmes. Ça n'empêche pas la fiction, pour moi ça la permet. Quand les personnages se disent, dans le fond, qu'ai-je vécu? Et que c'est pas simplement le narrateur qui pose cette question-là, mais que le personnage a le droit de se poser la question au milieu du roman, mais qu'ai-je donc vécu? Et cette question-là, et ça me touche dans des tas de films de genres très différents. Je m'excuse d'être si relou avec ça, mais c'est un thème qui me passionne. C'est en plus tout à fait
disons, pertinent et efficace, parce que tu dis roman, parce que tu as une sorte de pudeur sur le rapport au réel, mais ça ne sépare absolument pas le roman, ni du journalisme, ni de l'enquête, ni du documentaire. Et bien au contraire, et cet objet-là, on serait bien en peine de dire, enfin de l'étiqueter à cette... c'est complètement actif, et d'une certaine manière, raconter l'histoire aussi en l'écrivant, raconter l'histoire du cinéma, c'est à la fois faire surgir des sortes de héros, leur coller des costumes plus grands qu'eux, parce que ça n'est jamais si simple, et en même temps, essayer de leur redonner un tout petit peu de place pour partager qu'est-ce que ça a fait... qu'est-ce que ça a fait bouger, qu'est-ce que ça a déplacé que un type soit devenu Charlot à un moment, ou qu'un type soit devenu Orson Welles à un moment, ou qu'un type soit devenu Hitchcock ou Jean-Luc Godard à un moment, pas seulement en donnant des titres, des dates, des trucs comme ça, mais en essayant d'entendre oui, cette espèce de nuage ou d'aura de fiction, mais qui n'est pas fiction au sens mensonge évidemment, qui est juste fiction au sens d'enchanter un peu les faits réels qu'il a accomplis et qu'il faut aussi raconter de manière qui éclaire quelque chose autour. Moi, je veux bien éventuellement sur plusieurs choses. Bon, d'abord sur le dinosaure, une petite remarque, hein, c'est que le fond de la raie rouge, ça se termine par les loups existent encore. Bon, là, c'est les dinosaures, les enfants les adorent, donc il y a peut-être Spielberg, mais il y a peut-être aussi le bébé le dinosaure. Je sais pas. Hein. C'est pas impossible avec Marker. Sinon, moi, ce qui me frappe quand même, c'est que Marker, il est vraiment dans cette histoire-là. C'est-à-dire qu'il appartient quand même à une génération qui, au sortir de la guerre, a pu croire très fortement dans les idées de progrès, comme on dit, et le fait que l'histoire, justement, au moment où il fait le tombeau d'Alexandre, il sait bien qu'il n'y a pas d'écriture linéaire de l'histoire et que l'histoire, voilà, elle a des accidents, elle a des régressions, elle a des avancées et que voilà, elle peut être une ligne brisée aussi. C'est pas forcément voilà, l'image de Mosfilm hein, qu'on voit au début. Bon, et sinon, ce que je trouve passionnant dans le tombeau d'Alexandre, c'est qu'il a, à partir du portrait de Medvedkin et du fait qu'on retrouve le bonheur, hein, avec le rôle de Ledoux, qui est quelque chose de très très émouvant, je trouve, à la fin, le fait que ce film ait été retrouvé. Moi, ça fait plusieurs fois que je le vois. Jacques Ledoux, directeur de la Cinémathèque de Bruxelles. Hein. La Cinémathèque de Bruxelles, auquel le film est dédié d'ailleurs. Hein. C'est la manière dont Marker montre combien le cinéma est un produit d'histoire, mais combien, même si l'histoire peut être fictionnalisée par le cinéma, ça interroge beaucoup sur le pouvoir des images. C'est surtout ça qui est l'obsession de Marker. Bon, la falsification stalinienne de l'histoire, qui n'est pas la seule falsification de l'histoire, elle est quand même au cœur de la question des images et de la représentation et de ce siècle. Et en plus, moi je suis très. Enfin, moi, ce que je trouve émouvant, c'est que le fait que les utopies aient sombré, enfin, c'est quand même le bilan d'un siècle, le siècle du communisme, mais on aurait pu écrire aussi. L'histoire du côté des États-Unis, il y a beaucoup de choses à dire aussi. Le macartisme, par exemple, ça donne aussi des procès. Charlot, quand il fait un roi à New York, voilà, il faut le contextualiser dans une histoire, c'est aussi le produit d'une histoire. Voilà, donc le cinéma, sans cesse, on ne peut pas expliquer et approcher le cinéma, à mon avis, sans approcher l'histoire. C'est impossible. Ce qu'il y a dans son livre. Et là, oui. Vous parliez de roman, on ne parle jamais du troisième personnage de ce film, qui est Babel, et qui court d'un bout à l'autre, comme une version littéraire de Medvedkin.
Oui, c'est absolument vrai. C'est vrai que là, on est aspiré par l'idée que le film est aussi un peu là par rapport à raconter l'histoire du cinéma, plus que... J'espère qu'il y aura un historien de la littérature du XXe siècle pour montrer le film au nom d'Isabelle. Non, c'est très vrai, je ne vais pas discuter. Oui. Ce que je voulais dire aussi, c'est que ce film-là, moi je trouve que c'est un film de fiction remarquable, fait par Chris Marker. On peut le voir comme ça. C'est un film en fait où les adultes sont des enfants. On voit finalement que des enfants là-dedans. On voit des gens qui sont manipulés par un type dont l'effigie à la fin évidemment tombe en ruine par le biais de cette statue. Mais tous les personnages sont des enfants. Et puis même d'ailleurs, on a parlé tout à l'heure du monstre, le monstre symbolique. Et c'est une monstruosité incroyable, c'est-à-dire que les personnages qui dirigent finalement ce pays, qui dirigent le cinéma même, sans faire de film, qui manipulent les cinéastes, eh bien, ce sont les parents, qui se disent d'ailleurs parents, hein, c'est-à-dire il est père du peuple, et ce sont que des enfants, les gens ne peuvent rien faire, ils sont là comme ça. Alors, est-ce qu'on peut parler d'idéologie, d'utopie? Non, mais c'est incroyable, c'est un film de fiction, et je trouve que ce que fait Chris Marker, c'est cette mise en scène de tous ces cinéastes de l'histoire du cinéma soviétique. Il n'y a pas un film, évidemment, qui plaît à Staline, il n'y en a pratiquement pas. Ça lui plaît, puis après ça lui plaît pas, il a changé de boulangerie, il va aller ailleurs, etc. C'est tout à fait étonnant, et je vois que en effet, c'est un film pour enfants. C'est un film pour enfants, les enfants pourraient voir ça, ça va tellement vite qu'on ne réfléchit même plus. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que l'utopie par essence, c'est une des qualités qu'ont les enfants. Voilà. Et qu'on peut tous se poser la question à nous-mêmes, ou qui aimait que les personnages, ou dans un roman ou ailleurs, se posent à un moment la question de qu'est-ce que... nous, en fait, voilà, on est dans cette salle, et puis notre utopie, c'est quoi? Notre part d'enfant, c'est quoi? Parce que le futur... Le cinéma, c'est un art d'enfant. Hein? Le cinéma, c'est le 7e art, c'est l'art pour les enfants. C'est fabriqué pour les enfants et les gens qui savent pas lire. Ça restera toujours une puissance un privilège du cinéma, c'est d'avoir ce rapport privilégié à l'enfance. Oui, mais, en tout cas, c'est comme ça que je pense. Mais ce que je veux dire, c'est que nous, on est supposé, enfin, on a un certain âge, on est plus de manière administrative dans la catégorie des enfants. Mais en fait, quand on est dans une salle de cinéma, ou devant un écran, même un téléviseur, etc., ce qui se passe, c'est qu'on se retrouve en situation d'enfant. Donc, l'utopie, en fait, c'est à chacun de nous de la faire vivre, quoi. Hein. On a l'impression que, et c'est ce que montre de façon absolument remarquable Chris Marker, on sait le talent qu'il a de montrer que rien n'est sérieux. C'est-à-dire que les cinéastes ne sont pas sérieux. C'est-à-dire, on les dit pas sérieux. C'est quand même une histoire, elle n'est peut-être pas sérieuse, mais elle est tragique, elle est noyée dans le sang je dis pas que... de centaines de millions de gens. Alors, on va faire des discours sur l'enfance. Ce que je dis, c'est que les cinéastes sont... un rapport un peu particulier au ludique, qui est construit par le film, et qui peut garder, semble-t-il, la mesure de ces deux dimensions ensemble, pas en laisser une pour prendre le pas sur l'autre, sinon on ne sait plus très bien de quoi on parle. Peut-être que si parmi les enfants que nous sommes, certains savent un tout petit peu lire, on pourrait poursuivre cette conversation à la librairie. Merci. Et rejoindre...